Donc, je reprends un petit peu l'introduction. Donc, effectivement, vous pouvez trouver et les replays et tous ceux qui sont programmés sur webinar.tiga.co. Vous faites plaisir, hein, c'est disponible vers 14 heures, le temps que je les upload directement sur le site. Vous aurez évidemment tout ce qu'on s'est dit, plus la partie questions, sachant que le talk va se découper globalement en une demi-heure, dans lequel on va poser des questions à Simon, hein, Simon qui est un de nos plus seniors en organisation, et ensuite vous aurez une demi-heure pour poser des questions de votre côté. Alors évidemment, posez les questions pendant le talk, hein, mais posez les questions dans l'onglet questions. Vous avez un onglet chat et un onglet questions. Un onglet questions permet aux gens d'upvoter, donc ça nous permet à nous de prioriser les questions qu'on va poser à Simon pour que ça soit le plus pertinent possible pour vous. Donc petit rappel, effectivement, à Intiga, on est un cabinet d'experts en product management et en product design. On a toujours beaucoup partagé. Il y a un certain nombre d'entre vous qui ont lu nos livres, hein, donc les Product Academy 1, 2, 3. Le 3 étant sur l'orga. Donc, si ça vous intéresse, hein, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez le télécharger. Ce qu'on va dire, c'est aller au-delà de la théorie, même si dans le bouquin, vous allez avoir beaucoup de pratiques. Le principe, c'est qu'on a interviewé des gens, alors dont moi, je me suis pas interviewé moi-même, je vous rassure, mais à l'époque, j'étais chez Deezer, j'étais pas chez Tiga, et tous les 6 pieds hauts de Paris pour essayer de trouver ce qui faisait une bonne organisation produit au-delà de la théorie. Et c'est un peu ce dont Simon va nous parler. Vous allez retrouver le PA4, le nouveau sur le product design qui devrait sortir incessamment sous peu, donc fin de semaine ou début de semaine prochaine. Et évidemment, on a un certain nombre d'autres initiatives qu'on co-organise, hein, les LPC pour ceux qui y vont, et aussi les LPCX. On a entre autres ici Claire Hidlot, qui est chez Deezer et qui est cofondatrice de LPCX Bordeaux. Donc merci à vous, le blog.tiga.co et la newsletter évidemment. Donc, on va commencer. Déjà, écoute, Simon, j'ai dit que tu étais un senior. Ça serait bien que tu nous dises très rapidement par quelles étapes tu es passé dans ta vie professionnelle jusqu'à arriver chez Tiga et à faire de l'orga chez nous. Très bien. Merci Fabrice. J'espère que vous m'entendez correctement au niveau du micro. Du coup, moi, ça fait 5 ans que je suis chez Tiga. Donc, je travaille beaucoup ces dernières années sur des questions d'organisation produit, notamment dans des grands acteurs bancaires ou acteurs des médias. Et avant Tiga, j'ai travaillé dans du conseil en stratégie et marketing spécialisé en télécom. Ouais. Et j'ai été 2 ans product manager avant de passer sur des dimensions plutôt conseil en orga. D'accord, très clair. Et ce qui est amusant, c'est qu'on parle beaucoup d'orga. Un certain nombre de gens le savent, c'est quelque chose qui nous passionne beaucoup chez Tiga parce qu'on se rend compte que s'il n'y a pas la bonne orga, on peut pas bien faire du product management. Mais si on reprend un peu la base, concrètement, une orga produit, c'est quoi? Et vous avez 2 heures. Bonne question. Effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une orga produit? Parce qu'une organisation, c'est un ensemble de choses assez vastes, des process, des personnes, des rôles. Une organisation produit, tout simplement, en tout cas pour nous, c'est une organisation qui maximise les chances de concevoir le meilleur produit. Donc concevoir, développer, commercialiser, tout ce qui s'ensuit, le meilleur produit. Et du coup, pour faire ça, on a 3 principes principaux, 3 lois qu'on considère comme importantes pour une orga produit. La première, c'est la loi de l'utilisateur, de l'obsession pour l'utilisateur. L'idée, c'est une organisation qui va maximiser l'impact sur les utilisateurs. Si possible, un impact sur des vrais problèmes, donc c'est résoudre des problèmes importants, des problèmes pérennes, et placer dans tous les cycles de décision l'utilisateur au centre. La deuxième loi de l'orga produit, c'est la petite équipe. Donc, dans le jargon, on parle un peu de squad, qui n'est jamais qu'une équipe, mais comme équipe, c'est un mot très générique et que ça peut recouvrir plein de réalités. La squad de l'organisation produit, c'est une petite équipe en cycle court qui regroupe des personnes de différents métiers, donc pluridisciplinaires, et qui est justement très drivée par cette obsession pour l'utilisateur et pour apporter de la valeur à l'utilisateur. Ça, c'est la deuxième loi, plutôt petite équipe, petite squad. Et la troisième loi, c'est la loi du réseau. En fait, c'est dans la structure de l'organisation même. L'idée, c'est de minimiser le côté bureaucratique, le côté hiérarchie, le côté prise de décision verticalisée. Donc, ça veut dire décentraliser la prise de décision au plus près du terrain. Ça ne veut pas dire que tout le monde décide de tout, hein, mais c'est avoir des cycles de décision au plus proche du terrain, c'est favoriser la collaboration, c'est favoriser la transparence, mettre en relation les différentes squads. Donc, tout ça, c'est vraiment clé pour une orga produit aussi. Quand tu parles d'impact sur les utilisateurs, alors c'est un truc dont on parle beaucoup dans le design particulièrement. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles aussi de pérennité. Est-ce qu'on peut être pérenne en s'occupant que de l'utilisateur? En fait, c'est tout un art d'équilibre en fait entre faire plaisir à l'utilisateur entre guillemets, enfin la vision très je réponds à un besoin utilisateur et une part aussi de vision
d'intuition sur une vision produit. Ouais. Donc c'est ça aussi qui différencie, je pense, une approche purement design d'une approche produit. C'est qu'on va certes faire très attention à résoudre les bons problèmes, mais après, parfois, il y a aussi des décisions qui sont de l'ordre de la vision de l'entrepreneur ou du créateur de produit, qui vont être de l'ordre de l'intuition qu'on teste. Et donc, évidemment, on va pas que chercher à faire plaisir, on va aussi chercher, par exemple, à maximiser les revenus à un moment donné. On va chercher à avoir un product model qui tourne. Donc, product model, c'est pas forcément juste la satisfaction utilisateur, c'est aussi la pérennité de l'entreprise derrière. Donc là, donc tu parles de côté très produit, d'être notion de croissance durable, scalable et autres, qui soit pas juste de réputation à court terme. Okay. Il y a aussi cette dimension-là que j'ai pas mentionné, tu as raison, c'est aussi le côté l'éthique, le côté pérennité au sens social. Donc tout ça est important aussi au même titre que la satisfaction. D'accord, très clair. Romain, tu fais un test son? Hello, test, 1, 2, 1, 2. Ah, ça va. C'est bon, ça grésille pas trop? Ouais, a priori, ça vous va tous? Ok, je laisse ma place. Merci beaucoup. Désolé pour ce problème technique. Bon, très bien. On en était où là? J'ai cru. Ici. Ok. Ok, donc les lois de l'organisation de produits, Simon, que tu as citées là, en quoi elles sont valables particulièrement pour des produits numériques, parce que ça peut être valable pour un peu tout type de société. En effet, effectivement, ces principes-là, ils sont par nature, on pourrait imaginer qu'ils fonctionnent bien aussi sur des organisations pas produits numériques. On pourrait les mettre en place dans d'autres organisations, d'autres structures. Pourquoi elles sont particulièrement adaptées pour du produit numérique? C'est parce que déjà dans leur culture même est assez proche de la culture produit, notamment tout ce qui est Lean Startup et tout ce qui est design thinking. Donc c'est ce côté où on s'oriente sur les problèmes, on itère très vite, on teste, on récupère de la donnée, on est plutôt dans la réactivité, dans l'effet réseau. Ça, c'est très proche de la culture digitale. Et en plus, les produits numériques, ils ont ceci d'avantageux par rapport à d'autres produits plus industriels, c'est qu'ils peuvent être modifiés et améliorés très rapidement. Et donc, les cycles d'itération sont très courts, ils sont de plus en plus courts, la concurrence est de plus en plus forte aussi. Et donc, ils se prêtent bien à ce mode de conception par petite équipe autonome qui itère rapidement. Ce qui n'est pas forcément le cas, même si on pourrait imaginer que ça marche en partie sur des voitures ou des avions, par exemple. Ok, et du coup, tu parles de petite équipe autonome. Est-ce que tu as déjà un peu explicité le concept, une squad? Qu'est-ce que c'est précisément une squad? Qu'est-ce qu'une bonne, une mauvaise squad? En fait, il y a une sorte de chiffre magique là, qui vient de chez Amazon, qui s'appelle la Pizza Team. Après, ça dépend de l'appétit qu'on a et de la taille de la pizza, mais l'idée, c'est d'avoir une équipe évidemment petite pour du coup maximiser les interactions et minimiser l'espèce de pesanteur qu'il peut y avoir quand l'équipe grossit. Donc pesanteur au niveau des rituels. Chaque fois qu'on doit réunir toute l'équipe, si on est 15, c'est beaucoup plus long. C'est aussi la pesanteur qui génère parfois de la paresse sociale. C'est plus facile de se cacher dans une équipe nombreuse. On peut ne pas prendre la responsabilité, on peut laisser passer les sujets en dehors dans la raquette. Donc du coup, la petite équipe dans la Pizza Team, c'est plutôt 8-9 personnes maximum, même si le chiffre, vous allez en lire plusieurs versions sur Internet. Disons que 10, ça passe encore. Au-delà, ça fait un peu gros. Et pluridisciplinaire, la squad aussi, c'est l'idée qu'on est dans la squad toutes les personnes clés pour construire un produit. Et donc, ça peut être, suivant le produit et suivant le périmètre, ça peut être très vaste. Ça peut être des designers, évidemment, des architectes, des développeurs, des data analystes ou data scientists parfois, des PM, évidemment. Ça peut être tout un tas de personnes, parfois même des équipes sales ou marketing. Donc voilà, on met dans l'équipe un maximum de personnes de profils variés. Alors du coup, les deux équations sont pas faciles à gérer, c'est qu'il faut avoir un maximum de profils, mais il faut pas que l'équipe soit trop grosse non plus. Ok, merci. Et du coup, si on en revient à l'intérêt, on parle de en quoi c'est important d'avoir une bonne organisation produit? C'est important. Alors évidemment, c'est pas le seul facteur qui fait qu'un produit est bon. Hein. On peut avoir une super orga produit et le produit un très mauvais produit. Comme l'inverse, mais par contre, c'est un aspect important de la création du produit. Pourquoi? Parce que du coup, comme on intègre dans l'organisation produit l'utilisateur au centre, on maximise quand même les chances de prendre des meilleures décisions.
par rapport à une organisation, disons, plus silotée, où l'information circule peu, où on va prioriser des logiques de budget votées en mode projet. Donc, en fait, l'organisation telle qu'elle est conçue va peut-être maximiser l'impact du produit au niveau de la satisfaction utilisateur. Ça permet aussi une meilleure gestion du ROI. En général, les orgas produits, elles fonctionnent plus sur un mode capacitaire. On pourra y revenir peut-être après, mais l'idée, c'est de donner à chaque étage de l'organisation des objectifs clairs et une capacité de production. Et du coup, les décisions d'investissement, elles se prennent à chaque niveau. Le PM, avec son équipe, va définir ce qu'ils vont faire par rapport à leur capacité. Et normalement, en tout cas, l'expérience montre que ça donne des meilleures décisions d'investissement qu'un mode décidé trajectoire annuelle où les équipes s'adaptent et 6 mois après, le plan n'était pas bon. Et enfin, peut-être un dernier aspect, c'est que vous connaissez sans doute la loi de Conway qui dit que le produit, c'est un reflet de l'organisation qui construit le produit. L'exemple très parlant, c'est de dire si on crée un compilateur et qu'on le confie à 3 équipes, forcément, on va avoir un produit qui va fonctionner en 3 étapes, ou alors qui va avoir 3 features, ou qui va être décomposé techniquement en 3 socles techniques. Donc en fait, si on veut avoir un bon produit, il faut mettre l'organisation qui va bien en face, sinon le produit souffre parfois. Alors ça peut être des qualités aussi, mais en tout cas, il reflète les conditions de sa fabrication. Un produit dans lequel on a beaucoup de designers dans l'équipe va peut-être être beaucoup plus axé sur l'aspect visuel design, ce qui peut être un choix d'investissement comme un autre. Donc en fait, l'organisation n'est pas neutre sur le produit lui-même. Et un dernier point peut-être sur cette question, c'est la valorisation des talents. En fait, quand on veut recruter des bons designers, des bons PM, des bons développeurs, tous les rôles qui peuvent jouer un rôle sur le produit, il faut avoir une organisation dans laquelle ils puissent s'épanouir. Si c'est pour être dans un système où les processus sont hyper rigides, où leur métier ou leur talent n'est pas valorisé, souvent on a du mal à les motiver, à les garder et puis tout simplement à travailler de manière efficace. Ok, merci. Et du coup, Simon, tu es consultant. Bon, j'ai raté ta présentation. Comment, toi, quand tu vas chez un client, à quoi tu reconnais concrètement sur le terrain une bonne organisation produit? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Du coup, déjà, si elle respecte les règles qu'on a dit avant, c'est déjà un bon premier pas. C'est-à-dire, on va aller regarder le niveau d'autonomie des équipes, par exemple, les tailles d'équipe. On va regarder le niveau d'interaction, de transparence entre les équipes. On va regarder les processus liés à l'utilisateur et à la décision. Donc ça, effectivement, c'est assez évident. Après, pour être plus précis, l'idée, c'est de définir des critères, des KPI qui permettent d'identifier le bon fonctionnement de l'organisation. Donc nous, comme on fait pas mal de missions liées à ça, liées à l'amélioration de l'organisation, on en a quelques-uns en tête, mais encore une fois, la liste n'est pas du tout exhaustive, on pourrait en imaginer beaucoup, et probablement qui dépendent en partie de la culture et du produit qu'on considère. Quelques exemples de KPI peut-être qu'on pourrait mesurer, on parlait de ROI. C'est important de mesurer la valeur qui est créée par rapport au budget qui est engagé. Donc, c'est ce que produit l'organisation par rapport à sa taille et par rapport au talent qu'elle contient. Donc, c'est une forme de ROI. Après, ça peut se mesurer en termes de chiffre d'affaires, en termes de NPS, satisfaction utilisateur. Ça peut être mesuré en qualité technique. C'est très important aussi, la qualité technique du produit, la stabilité de la plateforme. Tout ça, c'est très important aussi. Une organisation qui produirait un produit qui est totalement instable ou qui n'est pas scalable, ça veut dire qu'on a un problème organisationnel aussi. Un axe important qu'on mesure, c'est la capacité à se réinventer, à itérer, à s'adapter. C'est pas facile à mesurer, mais du coup, c'est vrai que c'est important d'avoir une organisation qui soit ni dans le flou permanent, la réorganisation permanente, et qui en même temps sait modifier ses process en quelques semaines plutôt que quelques mois. Donc ça, c'est important aussi de le mesurer. Et puis après, on a tout ce qui est lié à la loi du réseau, c'est-à-dire est-ce qu'on sait se fixer des objectifs, est-ce qu'on sait atteindre ces objectifs avec cette idée de prédictibilité qui est inspirée de l'agile, qui est de dire c'est peut-être plus important de tenir les objectifs qu'on s'est fixés plutôt que de mesurer la productivité de l'organisation. Donc une organisation qui peut-être produit moins, mais qui est fiable collectivement dans l'engagement qui est pris. C'est important aussi. Est-ce qu'elle capitalise sur ses connaissances? Est-ce qu'elle est transparente? Est-ce qu'elle est décilotée au sens où on peut s'adresser à n'importe qui? Tout ça, c'est des critères importants. Ok, merci pour les infos. Et du coup, là, je vois dans l'onglet questions, il y a énormément de questions sur des outils. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place les OKR? Est-ce que je dois découper mon équipe s'il y a 2 PM et 2 produits dedans?
etc. Bon, on y reviendra après en fonction des votes. Hein, et n'oubliez pas de upvoter les questions pour qu'on puisse répondre aux plus importantes en premier. Et du coup, Simon, comment est-ce que tu réponds en premier lieu à quelqu'un qui veut engager une démarche de réorganisation, mais même de manière plus globale déjà, si on part d'une organisation qui n'est pas tout à fait orientée produit, quels sont les leviers efficaces pour toi pour changer son mode d'organisation, passer à un mode plus produit ou même juste perfectionner l'organisation existante? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de questions sur les OKR, donc ça rejoint ta question, Romain, sur comment on y va, comment on transforme. Il y a un premier truc, je pense, à garder en tête, c'est qu'il n'y a pas d'organisation parfaite ou idéale qui s'appliquerait partout. S'il y en avait une, je pense que quelqu'un l'aurait trouvée depuis le temps et serait très riche. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un modèle Spotify qui s'appliquerait partout, il n'y a pas du safe qui fonctionnerait partout. Il y a par contre pas mal de bonnes pratiques dont on peut s'inspirer ou non. Et donc, quand on va essayer de transformer une organisation, en général, nous, ce qu'on préconise, c'est pas d'y aller en mode bulldozer où on applique d'un seul coup des OKR à tout le monde, où on dit passons tout en safe ou faisons des feature teams. L'idée, en fait, c'est de concevoir l'organisation comme un produit et de pas faire du cycle en V. Traditionnellement, les transformations d'orga, c'est très cycle en V. C'est on parle à tout le monde, on compile, on fait des documents de process, on rédige 250 slides, ensuite on prend 6 mois de transition, on va expliquer à chacun son nouveau rôle, on fait des fiches de poste, et après on se rend compte que c'est trop tard. Donc non, l'approche c'est de dire on repart du problème, donc on regarde en fait quels sont les problèmes de l'organisation. C'est ce qu'on fait en général en mission chez TIGA. On commence par une sorte de diagnostic. Souvent la question des objectifs, la question du sens, la question du focus est un problème, et dans ce cas-là l'OKR est un outil. Mais avant de se dire on fait des OKR, l'essentiel c'est de se demander est-ce que c'est le bon outil pour le bon problème. Donc on va regarder un peu tout ça. On va regarder ce qui se passe, on va faire des entretiens, on va faire de l'immersion, on va regarder, observer l'organisation fonctionner, ses utilisateurs qui sont les collaborateurs. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on propose une démarche itérative d'amélioration continue. L'idée, c'est de ne pas être dans la réorganisation permanente, mais d'être dans une logique d'amélioration continue de type agile, où on va mettre en place des choses, on va itérer, on va mesurer ce qui se passe. Et une fois qu'on a mis en place ces choses-là, du coup, on regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, on ajuste, on y va progressivement. Ok, donc comme pour un produit, on repart du problème et on définit les solutions en fonction des problèmes les plus prégnants. Est-ce que tu as des prérequis déjà, des prérequis à l'installation d'une organisation produit? Qu'est-ce que tu dirais là aux personnes qui sont dans le webinaire là, qui souhaitent, mettons, changer de démarche, être plus orienté impact ou quoi que ce soit, ou avoir une meilleure orga? Quels sont les prérequis que tu listerais? Le plus gros problème en général des transformations, il n'est pas sur le choix du modèle ou le choix des initiatives que vous allez mettre en place, il est culturel. Il est lié à la transformation de la culture d'entreprise, surtout quand plus elle est éloignée en fait des principes dont on a parlé tout à l'heure, plus ça va être compliqué. Et donc souvent, il faut d'abord s'attaquer à cette notion de culture, soit d'abord, soit en parallèle. Sinon, l'organisation, ce que vous allez mettre en place ne fonctionnera pas. Un exemple concret, par exemple, sur les OKR, il y a beaucoup de questions sur les OKR, c'est qu'en fait, si la culture de l'entreprise reste assez top-down, directive, très, très drivée par des décisions prises en amont, mettre des OKR, ça va juste être un non-sens. En tout cas, vous allez assez vite connaître un échec, parce que en fait, c'est pas l'organisation qui va changer la culture. La méthode de changement de l'organisation qu'on propose, qui est itérative, qui est basée sur la donnée et sur le test, ça peut contribuer à y changer. Mettre en place des OKR peut contribuer à changer la culture, mais c'est pas juste de décréter on a des OKR qui va changer la culture. Il y a un gros travail à faire en amont. Et du coup, comment t'influes sur cette culture? C'est quoi les leviers que tu proposerais? Sur la culture, alors déjà il y a on a une formation chez TIGA pour info qui est destinée aux CPO, aux Chief Product Officer, qui sont plutôt les personnes d'organisation qui sont chargées de faire évoluer cette culture-là. Donc, si elle vous intéresse, vous en apprendrez plus en détail dedans. Après, basiquement, en fait, la culture, c'est alors d'abord, c'est beaucoup d'humains, c'est les gens qui sont dans l'organisation, donc c'est pas facile à changer. Et du coup, pour le changer, notamment si c'est la culture de la direction, par exemple, qui bloque, il y a une chose qui marche particulièrement, c'est de montrer par l'exemple. Donc, c'est de commencer par
d'abord sensibiliser les personnes qui peuvent être réfractaires au pourquoi on fait ça, quel problème on résout. Si on n'est pas d'accord tous sur le fait qu'il y a un problème déjà, c'est dur de vendre des solutions. Donc, essayer de partager le diagnostic très largement, de parler à tout le monde, de s'assurer qu'on est aligné sur les bons problèmes. Et ensuite, une fois qu'on a identifié les problèmes, on peut voir les barrières culturelles qui vont rendre la tâche compliquée et commencer à sensibiliser la direction et toutes les personnes qui peuvent être réfractaires là-dessus. Après, une fois qu'elles sont sensibilisées à pourquoi ça paraît mieux, les principes dont on a parlé, l'essentiel, c'est de négocier un petit budget, entre guillemets, pour faire un essai. On fait souvent des essais sur... alors, ça peut être des périmètres pionniers, ça peut être des équipes un peu qui sont plus motivées que d'autres. Donc, on fait un essai sur un petit groupe, notamment quand on fait des OKR. On fait rarement OKR pour tout le monde. Allez, vous avez un mois pour faire les OKR. On prend 2-3 équipes qui sont particulièrement motivées ou particulièrement liées aux objectifs. On fait un essai, on met en place quelque chose. En général, bon, ça marche pas toujours du premier coup, mais c'est toujours un progrès quand même dans une direction. On montre à tout le monde que c'est intéressant, que ça marche. On est transparent aussi sur ce qui va pas. Et une fois qu'on a communiqué là-dessus, ce qui se passe en général, c'est que le périmètre s'étend, et il s'étend progressivement parce qu'on a réussi à convaincre par l'exemple que c'était une bonne idée. Par contre, il y a un point, tu pourras peut-être en parler, Romain, qui est important, c'est de pas se mettre en situation d'échec dès le début. C'est pour ça qu'on fait en général des petits pas. C'est que si on fait un énorme Big Bang et que ça marche pas, parce que parfois ça marche pas, bah on est vite dans le dur. En effet, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les clients, notamment que j'ai entendu à plusieurs reprises, notamment là dans un contexte média récemment, d'expérimentation par exemple en feature team qui n'ont pas fonctionné. Donc on sent qu'il y a eu une volonté de la part du client de changer. Il l'a fait de manière massive à travers toute l'ADT, tout le produit, mais qui a créé un échec, enfin qui a été un échec. Cette transformation n'a pas fonctionné. Mais du coup, ça a un effet retour de flamme. Où en fait, comme cet échec a été très très gros, ça ancre encore plus dans l'esprit des managers que le changement n'est pas possible et que la manière dont on est organisé actuellement est la meilleure manière et qu'elle ne pourra pas changer. Donc ces côtés très cycle en V organisationnel déjà mettent du temps à prouver leurs effets. Et ensuite, si vous avez un accident de parcours, le gros risque auquel vous vous exposez, c'est que une transformation ultérieure sera d'autant plus difficile à mener. Donc très bien, donc tu proposes d'y aller petit bout par petit bout. Comment est-ce que tu te guides là-dedans? Qu'est-ce que tu proposes, enfin, qu'est-ce que tu proposerais comme démarche là aux gens qui nous écoutent pour suivre justement ce pilote et petit à petit choisir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on fait comme on produit, c'est-à-dire qu'on fixe des hypothèses, on met en place des choses, on teste, donc on fixe des hypothèses de préférence avant, avec des indicateurs de succès, et ensuite on mesure ce qu'on a mis en place et leur efficacité, et on itère. Donc c'est là où je redis qu'il n'y a pas une organisation idéale qui marcherait partout. Le modèle Spotify, qui est souvent appelé un modèle, c'est pas vraiment un modèle, en vrai, ils ont publié un article qui explique comment il fonctionne, comment il fonctionnait, parce qu'on n'est même pas sûr qu'aujourd'hui ce soit encore le cas. Ils n'avaient pas la prétention de dire les feature teams avec des tribus sont le modèle qui marchera partout. Ils expliquaient comment eux fonctionnaient avec leur culture et leurs caractéristiques. Donc l'idée, c'est de s'inspirer de ça. Il y a des bonnes choses à prendre dans ce modèle-là, dans le modèle feature team. Il y a des bonnes choses à prendre dans les modèles d'agilité à l'échelle, type Less ou Safe aussi. De lire beaucoup, de se faire des idées sur les bonnes pratiques qui peuvent être implémentées. Et après, justement, de commencer par le plus simple. C'est là où l'OKR, il y a beaucoup de questions sur les OKR. Mais l'OKR, c'est un outil qui a l'air simple, mais qui en fait est assez compliqué. Et c'est pas forcément la première chose qu'on mettrait en place dans une organisation de produits qui serait aujourd'hui assez peu mature. On peut faire des choses beaucoup plus simples au départ pour progresser et puis venir progressivement aux OKR. Un exemple aussi d'itération sur ce qui marche, c'est que nous, souvent chez nos clients, en fait, quand on fait le diagnostic, il y a des problématiques qui reviennent très souvent, qui sont des problématiques de roadmap, souvent des problématiques de cohérence entre ce que font les équipes. Et donc, on a un outil qu'on aime bien pour ça, qu'on appelle la Kermesse, qui est inspiré de ce qui est fait chez Deezer notamment, qui est une sorte de grande réunion d'alignement de toutes les équipes, mais sur un mode un peu plus ludique et un peu moins présentation magistrale ou grande messe que le PI planning.
Et du coup, on est arrivé chez un de nos clients dans le pari sportif, par exemple, en disant vous avez un problème de communication et d'alignement, on va tester de mettre ça en place. Et on n'a pas dit voilà, on fait une kermesse demain comme ça, voilà comment elle se déroule. Donc on a adapté le fonctionnement aux clients. Et il a fallu à peu près 1 an pour arriver à itérer sur le format, pour trouver le format qui correspondait le mieux au problème. Donc on a changé tout, on a changé la façon dont on l'organisait, la façon dont le lieu où c'était organisé, on a changé qui on invitait, on a changé la périodicité, on s'est adapté aussi au calendrier business de l'entreprise. Il y a des entreprises sur lesquelles des durées de 3 mois d'alignement ont du sens, parfois c'est trop court, parfois c'est trop long. Donc tout ça, c'est dur de le savoir avant de le faire. Donc c'est comme un produit, on teste quelque chose, on itère et on change. Après, il y a des choses qui sont plus dures à itérer, notamment tout ce qui est découpage d'équipe. Une fois qu'on s'est mis à tout découper en feature team ou à refondre les rôles de chacun, évidemment, on évite de revenir en arrière tous les 3 mois en disant finalement, manque de chance, ça marche pas. Donc ce genre de décision, on les prend peut-être plus tard dans le processus d'itération quand on a plus de données et quand on est sûr que c'est la bonne décision. Donc, il y a des choses qu'on n'itère pas tout le temps, mais même ça, on pourrait faire des essais. On pourrait dire, on passe quelques équipes en feature team pour voir leur retour. C'est ce qu'on a fait notamment dans une grande banque. Le brief était au départ déjà de faire des feature teams. Ils avaient décidé qu'ils voulaient faire ça. Donc, pour le coup, on n'a pas forcément remis ça en question. Mais après, on n'a pas créé d'un seul coup des tribus, des feature teams, des communautés de pratique. On a commencé par 2-3 équipes qui étaient en feature team. On a vu ce qui marchait pas, on a vu ce qui marchait, on a vu qu'ils étaient motivés, que ça avait plutôt l'air de marcher. Quand on s'est rendu compte qu'on avait un besoin de synchro global, on a créé les tribus comme dans le modèle Spotify, mais c'est pas exactement les tribus qui sont décrites par Spotify, c'est des tribus adaptées aux contraintes de la banque. Donc voilà, on y va progressivement. Et du coup, j'avais une question, c'est bon, là il y a beaucoup de gens qui ont des questions sur comment on déroule des OKR là. On va pas non plus la jouer. Bon, ben oui, il n'y a pas de méthode magique, faites comme vous voulez. Toi, c'est quoi tes inputs sur comment on aligne et on drive des équipes dans une orga produit? Comment on drive des équipes dans une orga produit? Alors du coup, les OKR effectivement sont un outil intéressant pour plein de raisons. Mais c'est pas le seul. Derrière l'OKR, en fait, pour ceux qui connaissent peut-être moins le concept, c'est très simple. C'est un outil qui se décompose en 2. Il y a des objectifs qui sont des objectifs non chiffrés, qui sont des objectifs inspirationnels. Et il y a des résultats clés, des KR, qui sont chiffrés et qui vont qualifier l'atteinte de l'objectif. Donc, pour schématiser, mon objectif, c'est construire le meilleur parcours d'onboarding possible pour le produit. Et le KR, ça va être des taux de mesure de conversion de ce parcours-là, des taux de satisfaction utilisateur, etc. Donc ça a l'air simple sur le papier, en fait, l'OKR, mais ce qui est intéressant, c'est pas tant l'objectif et l'OKR, c'est la philosophie qui est derrière. Et la philosophie de l'OKR, c'est justement d'avoir des objectifs qui sont là pour guider l'organisation, qui sont transparents, qui donnent du focus. Et donc l'idée, c'est d'en avoir très peu, c'est d'avoir peu d'objectifs au niveau stratégique, au niveau d'équipe. Et au niveau global de l'organisation, si c'est pour reprendre la roadmap et la trajectoire 2020-2021 et fixer des objectifs là-dessus, ça n'a pas de sens. Donc, avant même de mettre en place des OKR, il faut être sûr que l'organisation est prête à avoir ce focus-là, à se focaliser sur peu de choses à la fois dans un temps très court. Il faut être sûr que l'organisation est prête à responsabiliser les équipes. Les OKR, en fait, la philosophie, c'est aussi de dire on a des OKR stratégiques d'entreprise et chaque équipe va y contribuer et chaque équipe va définir ses propres objectifs pour y contribuer. Donc, quand on parle, la première question, c'est comment aligner les OKR d'équipe produit et tech avec les OKR de l'entreprise. C'est assez naturel parce qu'en fait, tous les objectifs de l'entreprise sont alignés par nature avec les objectifs d'entreprise puisqu'ils sont définis par rapport à ça. Ça veut dire que le management doit lâcher prise sur la définition des objectifs. Ça veut dire qu'on arrête de les lier à des rémunérations. L'OKR n'est pas lié à une rémunération. Il est censé inspirer les équipes pour être ambitieuses. Et donc, si on sanctionne une équipe ambitieuse dans ses objectifs par une absence de prime, ça va contre la philosophie. Donc, on voit derrière ça qu'il y a beaucoup de sujets autour des OKR qui nécessitent un changement culturel, ou en tout cas une adaptation culturelle. Et encore une fois, on peut y aller progressivement. On peut faire des objectifs, des OKR, par exemple, sur un bout de l'organisation pour commencer. On peut commencer au contraire en disant on arrête la trajectoire annuelle 2020 et on fait à la place des objectifs stratégiques d'entreprise tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et après, le reste des équipes se débrouillent comme ils veulent pour contribuer. On peut le prendre par différents bouts, mais en tout cas, il faut le prendre par s'assurer que ça va marcher sur un périmètre donné. Et souvent, ça marche mieux sur des équipes produits, sur des équipes sales, des équipes qui sont déjà très drivées par ce côté mesure, ce côté performance. Ça marche moins bien, même si ça
peut aussi fonctionner sur des équipes qui sont habituellement pas dans cette logique-là. Et donc, avant d'embarquer ces équipes-là, il vaut mieux expérimenter d'abord sur les équipes qui vont y trouver un intérêt. Une fois qu'on montre que ça marche, très naturellement, on peut y adjoindre des équipes finance, marketing, compliance, n'importe lesquelles. Ok, bon, on y reviendra en détail, je pense, dans les questions. Là, il y a notamment des questions autour de OKR produit versus OKR tech. Bon, on y reviendra. Ensuite, les choses à ne pas faire. Donc, en gros, c'est pour toi, c'est quoi les pires erreurs quand on amorce un changement en entreprise et notamment quand on veut faire un changement orienté produit dans l'organisation? C'est quoi les choses à ne pas faire? Voilà, et les erreurs que tu as pu voir sur le terrain. Il y en a au moins 3 que je vois là comme ça. La première, on en a parlé un peu, c'est vouloir calquer absolument quelque chose qu'on a vu sur Internet ou une sorte de buzzword du moment. Donc là, je pense à du Spotify, à des feature teams ou du Safe ou d'autres. En fait, comme je l'ai dit, faut surtout conserver ce qui fait la culture de l'entreprise, ce qui fait sa spécificité. Toutefois, c'est très intéressant d'observer ces modèles-là et de s'inspirer parce qu'évidemment, il y a des choses à prendre, ne serait-ce que parce qu'il y a un historique et que toute organisation va pouvoir, en expérimentant, générer de la valeur. Donc voilà, calquer un modèle tout fait et ne pas le remettre en question, c'est pas une bonne pratique. Il y a un autre problème qu'on voit souvent dans la transformation de produits, c'est qu'on veut faire des feature teams à tout prix. C'est souvent des briefs qu'on nous donne en disant on aimerait bien tout passer en feature team. Alors certes, les feature teams, c'est hyper intéressant et c'est un modèle qui est séduisant, mais c'est aussi un modèle très exigeant. C'est un modèle exigeant parce qu'il faut que le SI, que l'organisation technique soit adaptée à ça. Avoir des équipes hyper autonomes qui peuvent travailler chacune sur un bout du produit avec une gestion des conflits et tout simplement une architecture technique qui le permet. Ça veut dire avoir probablement des microservices ou un équivalent. Ça fonctionne pas très bien dans les organisations où il y a beaucoup de transverses, où en fait, si vous posez la question de vos projets de l'année ou vos grandes features que vous voulez développer, si finalement elles touchent beaucoup d'équipes à la fois, si la majorité des sujets touchent beaucoup d'équipes, le modèle feature team va être très compliqué parce qu'on va avoir des adhérences dans tous les sens. On va avoir des équipes qui vont passer leur temps à s'aligner. Et puis le modèle aussi feature team, il a certains désavantages qu'il faut pas masquer, notamment il pérennise des sujets. Quand on installe une équipe sur un sujet, l'équipe, par nature, elle va avoir tendance à s'auto-alimenter sur ce sujet-là, même si 6 mois plus tard, peut-être que ce sujet n'est plus si important. Donc ça, c'est aussi un problème, ne pas se focaliser sur un mode de découpage, mais se dire quel est mon problème et quel bon mode de découpage va le résoudre. Et souvent, nous, ce qu'on voit, c'est que les bonnes organisations, c'est un mélange parfois d'impact team orienté objectif, avec un peu de component team sur certains sujets très précis. C'est souvent une sorte de patchwork. C'est rarement un modèle totalement unique qui gagne. Et le dernier point, peut-être, qu'on voit souvent, qui est un facteur d'échec, c'est de se focaliser beaucoup sur les fiches de poste et sur les départements, sur la hiérarchie. Et ça, c'est un travers qu'on voit surtout dans les grosses boîtes avec qui on travaille chez Tiga. C'est qu'en fait, ils ont des grosses contraintes au niveau de la fiche de poste. Il faut que les fiches de poste soient très claires, il faut que les départements soient très politiquement divisés. Et en fait, c'est pas du tout ça qui est important dans un orga produit. On a vu que c'est l'effet réseau. En fait, peu importe que la squad soit issue de différents et pas forcément le même manager, sur la culture de la liquidité et du produit. Nous, le fiche de poste très détaillé du PM, la chaîne hiérarchique de commande, c'est clairement pas ça c'est un facteur d'échec parce que quand elle est trop rigide, on peut pas mettre en place ce qu'on veut, mais c'est pas un facteur de succès. Il faut pas y passer un temps démesuré. Ok. Alors, on va bientôt passer aux questions. Là, juste pour terminer la partie questions-réponses entre nous, est-ce que tu as des ouvrages à recommander pour creuser ces questions-là? Oui, alors pour aller un peu plus loin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour passer aux questions, mais Fabrice, je pense qu'il les postera sur le chat. Quelques lectures intéressantes. Alors pour ceux qui l'ont jamais lu, c'est un livre hyper intéressant qui s'appelle Réinventer les organisations de Frédéric Organizations, qui est un livre qui parle pas d'organisation produit, hein, qui est un livre qui parle d'entreprises libérées et de modes d'organisation nouveaux. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il ne se focalise pas que sur des exemples de start-up un peu jeunes et cool, mais au contraire, montre que des modèles d'entreprises libérées peuvent fonctionner sur de l'industriel, sur de la conserverie de tomates, sur des pièces détachées d'automobiles. Donc, c'est beaucoup d'exemples concrets de pratiques qui sont très inspirantes. Donc, fortement, c'est très intéressant. Il y a notre propre livre blanc, le Fabrice a déjà. Il y a beaucoup d'articles intéressants. Marty Kagan sur ce qu'il a Empowered Product. Vous les trouverez sur SVP. Donc, il a une définition de l'Empowered Product Teams qui est assez proche de ce dont on a parlé sur la squad.
mais néanmoins, si vous voulez creuser ce sujet-là, c'est très intéressant. Et ensuite, deux ressources peut-être un peu plus originales. Donc, il y a un article du New York Times basé sur une étude Google. Google a fait une grande étude pour déterminer parmi toutes ces équipes lesquelles performaient le mieux et quelles étaient les caractéristiques d'une bonne équipe. Et du coup, comme on parle beaucoup de squad et de logique d'équipe en réseau, c'est très intéressant parce que bon, vous verrez les conclusions de l'article, mais ils ont très analysé de manière très scientifique les facteurs qui font qu'une bonne équipe fonctionne. Et comme vous pouvez voir, c'est pas forcément le niveau académique ou le fait d'avoir que des gens géniaux dans l'équipe, c'est plutôt l'équilibre, la confiance et la confiance. Il y a une dernière ressource, si vous l'avez pas lu, qui est intéressante aussi, avec laquelle je suis pas totalement d'accord sur tout, mais qui est l'alerte sur la banquise de John Kotter, sur toutes les techniques de transformation d'entreprise, transformation de culture notamment. Donc il y a des choses qui peuvent être débattues à l'intérieur, mais c'est en tout cas un classique de littérature sur la transformation de l'organe. Ok, merci beaucoup. Et du coup, pour terminer, là, un petit récap, les 3 key takeaways que tu aurais à dire sur ce que tu nous as dit là à l'instant. Déjà, alors, il y en a 3. Le premier, c'est les 3 lois de l'orga produit, l'obsession pour l'utilisateur, la petite squad et l'effet réseau. Le deuxième à retenir, je pense, c'est ne pas vouloir calquer des modèles tout faits, mais toujours repartir des problèmes et s'inspirer des bonnes pratiques pour construire quelque chose qui est fiable. Et le troisième, c'est du coup ne jamais sous-estimer la culture, notamment la culture managériale. C'est pas l'orga qui va créer la culture ou changer la culture. Par contre, la culture a un poids non négligeable dans la façon dont l'orga va fonctionner. Ok, merci Simon. Oui, j'écrivais dans le chat, Marty Kagan là poste des articles très intéressants, notamment il challenge le modèle feature team, product team, les OKR. Donc n'hésitez pas aussi à aller lire ce qu'il écrit. Alors par rapport aux questions, première question de Brice à laquelle Fabrice a commencé à répondre. Comment est-ce qu'on aligne les OKR des équipes produits et tech avec les OKR de l'entreprise? Alors déjà, la séparation produit et tech me semble un peu discutable parce que dans l'idée, il faudrait avoir des équipes qui sont qui du coup par nature. Oui. Nous, quand on parle d'organisation produit, on intègre bien le design, la tech dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'on veut un grand département produit dans lequel on met tout le monde. On peut avoir un département technique, un département design et des PO et des PM, surtout des PM de préférence. Mais du coup, inclut la tech. Donc la question, c'est plutôt comment, au sein de l'organisation, on aligne ces OKR avec ceux de l'entreprise. Je crois que j'ai un peu répondu tout à l'heure sur la notion de cascade des objectifs, où on définit d'abord les objectifs généraux de l'entreprise, objectifs business, entre guillemets, et ensuite les équipes individuellement, enfin collectivement dans l'équipe, traduisent ça par rapport à leurs des objectifs d'équipe. Ok, j'espère que c'était plus clair, Brice. N'hésite pas à réagir dans le chat. Donc, Jérôme, qui travaille chez Pick Your Skills, comment définir des OKR pour une startup early stage avec une seule squad? Effectivement, oui, ça a répondu. L'idée de l'OKR, c'est que ça répond à une problématique qui est plutôt celle de l'organisation. En général, nous, on les voit dans des organisations où il y a tellement d'équipes, en fait, plus personne ne sait exactement qui fait quoi, et les gens bossent sur des sujets dont ils perdent un peu le sens. Je pense pas que ce soit souvent le cas pour une startup early stage. Quand on a une seule squad, en général, il y a un niveau de communication qui est assez évident. Donc, par contre, si le projet est plutôt fixer un cap collectif que tout le monde comprenne, l'OKR est pas le meilleur outil, mais simplement renforcer la communication et la transparence autour des grands artefacts du produit. Donc, je pense à la roadmap, au backlog. Je pense à se fixer des plans, une roadmap orientée 3-6-9 assez claire sur les priorités de court terme très bien définies, les priorités de moyen terme un peu plus floues. Je pense qu'il vaut mieux travailler là-dessus, sur ce sujet-là, que sur des OKR. Ce qui n'empêche pas de fixer collectivement dans la squad des objectifs à court terme. Après, appeler ça OKR, c'est peut-être un peu excessif. Ensuite, moi, ce que je rajouterais, c'est les OKR pour une startup. Ça peut être intéressant, enfin, en tout cas, le modèle pour donner du focus très fort sur des thématiques stratégiques et éviter le côté on travaille sur trop de choses en même temps. Donc, un peu décliner, comment dire, dans la stratégie produit, des objectifs clairs où on veut de l'impact, où on veut faire rentrer du business et se forcer à le formaliser et à le mettre à jour de manière régulière. Donc là-dessus, c'est pas le modèle OKR en soi qui est intéressant, mais plus
comment on rythme cette gouvernance au fur et à mesure des mois pour s'assurer du fait qu'on a une stratégie consistante, quoi. Alors, la fameuse question POPM. Donc, à quel moment doit-on recruter un second POPM dans une startup et comment découper le périmètre de chacun? Donc, je précise, on va avoir un webinaire, j'ai plus la date exacte bientôt là sur les rôles POPM. Mais voilà, je te laisse quand même le droit de réponse, Simon. Donc, à quel moment on recrute un second POPM dans une startup et comment on découpe le périmètre de chacun? Alors du coup, j'ai peur de ne pas avoir une règle très précise sur la question, mais si on revient à la logique de Pizza Team dont on parlait tout à l'heure, il y a un moment assez naturel qui est propice au recrutement d'un deuxième PM. C'est quand la taille de l'équipe, en général, on fait croître le nombre de développeurs avant tout dans une startup qui grossit. Quand le périmètre de cette équipe-là, qui est en général travaille avec un PM, devient trop large. Et donc là, c'est un bon moment pour se poser la question pour couper cette équipe qui devient trop large en deux. Et on recrute un deuxième PM de la deuxième équipe. Et après, comment on découpe le périmètre de l'équipe? Alors, c'est une vraie question, effectivement, mais elle dépend tellement du produit et tellement du business dont on parle que c'est difficile d'avoir une réponse toute faite. En général, comme je le disais, la loi de Conway veut que le produit ressemble à l'organisation. Donc, si on commence à découper en deux équipes, on a intérêt à ce que ce soit pour faire deux choses suffisamment différentes qu'elles n'impactent pas négativement le produit. En général, si on se persona, on peut imaginer qu'on a une équipe qui est dédiée à une persona, une équipe à l'autre. Si très clairement découpé en deux features majeures, on peut prendre chacun une feature. Il y a parfois des côtés back-office, au sens pas back-end, hein, mais back-office d'administration et front-office dédié aux clients. Donc, il y a plein de modes de découpage possibles. Le bon mode de découpage, pour moi, c'est celui qui minimise les adhérences entre équipes. C'est que si on coupe en deux, mais qu'en fait, aucun des portés de l'équipe n'est fait en autonomie, du coup, on va multiplier les interactions entre les deux équipes, alors que l'objectif, c'est qu'elles soient le plus autonomes possible. Donc, pour moi, le bon mode de découpage, c'est celui qui autonomise au maximum chaque équipe. Ok, et si on parle des individualités, donc est-ce que tu aurais des recos sur le périmètre de responsabilité? Alors, je ne sais pas si c'était la question de Cédric à la base, mais à partir du moment où... Enfin, est-ce que tu mettrais un découpage de responsabilité particulier entre les deux ou, quand on est là, si on est dans un cas où on n'a que deux équipes et deux PM, en général, on est dans un cas où on peut avoir à peu près les mêmes niveaux de responsabilité entre les deux, pour peu qu'ils soient à peu près du même niveau de seniorité. Ça paraît un peu bizarre de mettre un niveau hiérarchique au-dessus de deux personnes. Donc pour moi, ça change pas grand-chose à la fonctionnement de l'entreprise. On a juste deux PM au lieu d'un. Après, quand ça continue à grossir et que là, on commence à avoir des PM, des périmètres plus ou moins gros, des PM plus ou moins seniors, on peut complexifier un peu l'organisation avec des rôles de lead PM, avec des rôles de VP Product qui peuvent manager des PM. Donc c'est là où on commence à entrer dans une organisation produit un peu plus large. Sur ces questions de rôle produit, idem, on a des formations sur la question et on a des articles qui vont plus en détail dans qu'est-ce qu'on considère être un PM, un lead PM, un VP Product. Mais l'idée, c'est de pas, à mon avis, en tout cas dans une startup, de pas aller trop tôt vers une hiérarchie et vers une multiplication des couches de décision. Donc à ce stade, j'aurai la même responsabilité pour les deux PM. Ok, donc on garde un modèle plutôt flat, quoi. Ok, donc autre question de Fabien, très intéressante. Je pense que tu as déjà été confronté à la problématique. Comment équilibrer au mieux la charge associée aux OKR versus le business as usual? Donc en gros, OKR, enfin projet versus run, par exemple, des choses comme ça. Objectif et impact pour les users versus dette technique, architecture, etc. Est-ce qu'il vaut mieux allouer un pourcentage de bande passante par sujet, par quarter, ou dédier des quarters entiers sur un seul sujet, technique ou autre? Alors c'est une excellente question parce qu'on a beaucoup itéré dessus avec Romain notamment, mais aussi chez Tiga plus largement. Et en fait, alors notre modeste retour d'expérience sur cette question, c'est que d'expérience, les OKR fonctionnent mieux quand on exclut le business as usual du process. C'est-à-dire qu'on considère, c'est un peu comme disait Fabien sur le pourcentage de bande passante par sujet, c'est qu'on se dit toute équipe, elle va avoir
elle va avoir un pourcentage de run. Pour simplifier, on met dans le même tas la correction de bugs et tout ce qui est imprévu, c'est-à-dire une équipe elle va travailler en partie sur des sujets qu'elle ne peut pas prévoir dans un cadre Docker. Et donc là, on fait un retour d'expérience sur l'équipe, quel est le pourcentage de sa bande passante qui est dédié à ces imprévus et à ce business as usual, et on met ça de côté. Et le reste de la bande passante, on l'alloue à la roadmap, et cette roadmap-là est associée aux OKR. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, remettre le business as usual dans les OKR, ça parasite beaucoup parce qu'on est obligé à chaque fois de rajouter plein d'OKR tout le temps. Par exemple, si on se dit une équipe produit, elle va toujours avoir à cœur d'avoir le moins de bugs possible et d'avoir une qualité de code, par exemple, importante. Mais au moins, si tous les trimestres, on met à chaque fois un OKR sur la qualité de code reste comme ça, ne bouge pas, on ne met pas. Et c'est pareil sur des OKR de type financier. En fait, mettre un OKR qui dit on veut gagner de l'argent, on veut augmenter le CA, c'est super. En fait, on va piloter évidemment le CA, on va piloter la marge, on va piloter plein de choses. L'équipe de dev va piloter la qualité du code, mais on le pilote de manière défensive, de manière tableau de bord. On ne met pas dans les OKR parce que tout simplement, ça ne donne pas du focus. L'objectif de l'OKR, c'est de donner un focus pour un temps réduit. Et donc, tout ce qui n'est pas du focus sur cette période-là, on ne met pas dedans. Et du coup, ça libère de la place pour vraiment, en fait, quand on met quelque chose dans l'OKR, on signale à l'organisation que c'est un gros focus. Et si à un moment donné, pour répondre à la question d'aide technique, par exemple, on se rend compte qu'il y a un gros sujet d'aide technique dans l'équipe va mettre un OKR ponctuellement en disant il faut absolument qu'on réduise la dette technique. Et l'objectif sera très clair, ce sera réduire la dette technique. Le KR, on peut le définir. Et le jour où ils mettent ça dans leur OKR, c'est un signal que c'est plus quelque chose qui est business as usual, qui est défensif, c'est vraiment un appel très fort. Et dans ce cas-là, c'est un OKR, évidemment. Ok, merci pour ta réponse. Je pense que c'était clair. Océane nous demande comment définir des OKR qui font sens dans une organisation qui a des produits qui couvrent beaucoup de domaines métiers. Donc, c'est du B2B. C'est Enablon, la boîte. Alors, oui, c'est effectivement une problématique. Une des problématiques qui rendent les OKR différents, c'est que du coup, quand on a une entreprise qui a beaucoup de secteurs d'activité, donc moi je pense à la banque parce que je travaille actuellement dans une banque en mission, mais du coup la banque, il y a plein de produits différents, il y a plein de personnels différents, il y a plein de typologies, de canaux différents. Et donc se dire on a 5 OKR, parce qu'en général on limite entre 3 et 5 objectifs justement pour ce côté focus. Définir 5 objectifs qui vont parler à toute la boîte, c'est très compliqué. Et c'est ce qui rend en partie l'OKR complexe. Donc, ce qui se passe en général dans ce cas-là, c'est que les OKR stratégiques, qui sont très, très macro, c'est-à-dire qu'on a des objectifs qui donnent vraiment de grandes lignes de ce que l'organisation est capable de faire, aimerait faire. Et on ne va pas contenter tout le monde de parler de tous les produits et de tous les secteurs dans les OKR. Donc, après, si l'équipe considère qu'elle n'est pas représentée dans les OKR stratégiques, du coup, ça ne veut pas dire que ce qu'elle fait n'est pas important, ça veut juste dire que ce n'est pas un focus majeur du moment. Et donc, elle continue, elle se fixe ses propres objectifs à elle. Elle s'arrange pour qu'ils ne soient pas antagonistes avec les objectifs stratégiques. Et voilà, peut-être que le trimestre suivant ou le semestre suivant, cette équipe-là sera hyper clé dans les OKR stratégiques. Une autre option pour ça, c'est de générer des niveaux intermédiaires. Là, il faut que l'orga soit assez grosse, mais c'est de dire on a des OKR stratégiques qui sont très macro, comme j'ai dit. Et avant d'aller au niveau de l'équipe, on a un OKR au niveau de la tribu ou du groupe d'équipe ou du produit quand on est dans le produit bancaire. Et ces OKR, ensuite, sont déclinés dans l'équipe. Donc là, intermédiaire qui permet à l'équipe de se reconnaître dans un OKR de niveau moyen. C'est sûr que si on passe dans une grande banque il faut 20% de faire à 3 équipes travaillant sur le parcours d'onboarding client, parfois le gap est trop grand et ça n'aide pas les équipes à prioriser. Mais c'est une vraie question. Et autre question d'Océane, du coup. Quelle est la bonne approche pour engager toute l'organisation dans les OKR sans tomber dans un casse-tête où chacun a un avis différent? Alors, je ne sais pas sur quoi porte le avis différent, si c'est dans la manière dont on implémente les OKR ou si c'est dans les objectifs en soi, mais tu as sûrement des éléments de réponse. Oui, en fait, ça dépend de la difficulté, mais si c'est sur différence sur la méthodologie elle-même. Nous, ce qu'on voit en général, c'est que ça pose assez peu de problèmes dans les équipes, parce que les équipes sont déjà habituées, quand on est dans des équipes déjà matures, en mode agile, en mode... pour eux, ils y voient bien l'intérêt, ils voient que ça prend du temps, les OKR, vous le verrez si vous essayez d'en faire, mais ils voient bien l'intérêt en termes de transparence, en termes d'organisation.
En général, la problématique pour engager les OKR, c'est sur les OKR stratégiques, parce que ça, c'est difficile, comme c'est lié à l'autre question d'Océane, c'est en fait mettre 8 personnes dans une pièce, directeur marketing, directeur financier, directeur produit et autres, et leur dire, êtes-vous d'accord sur 4 objectifs pour les prochains 3 mois? Ça, oui, c'est différent, évidemment. Et du coup, on a des ateliers pour ça, donc c'est pas facile, mais on s'en sort en général sous forme d'atelier, on itère beaucoup sur les différents objectifs, et en dédramatisant aussi le fait que si c'est pas dans un objectif, ça veut pas dire que c'est pas fait. C'est-à-dire que là-dedans, dans les organisations, c'est de dire c'est pas dedans, du coup, il va rien se passer, alors qu'en fait, les quand même, même s'ils sont pas définis par le cadre stratégique. Donc là, je dirais effectivement sensibiliser d'abord la direction sur les OKR strat, et après, comme je le disais tout à l'heure, en fait, commencer par une petite équipe et montrer que ça marche, si c'est pour lever un avis différent sur la méthode. C'est une meilleure approche que de dire on va faire un Big Bang sur les OKR. Et laisser les équipes se débrouiller. Au contraire, on peut commencer par les OKR d'équipe et se dire on fait les OKR stratégiques une fois que les équipes ont montré que c'est un mode de travail intéressant pour elles. Les deux approches, à mon avis, non. Ouais. Ensuite, pour rajouter juste un élément sur les OKR au niveau de l'entreprise tout entière, c'est crucial qu'il y ait bien sûr un alignement du CODIR sur quelle est la stratégie de l'entreprise. Mais ça, en effet, sera difficile à avoir si déjà ce CODIR n'est pas à fond dans la méthodologie. Donc, il faut vraiment travailler les deux en amont. C'est que si vous forcez un CODIR à formaliser des OKR, mais qui ne croient pas vraiment ou sont pas trop engagés dans la méthodologie, vous vous retrouverez à des trucs finalisés à moitié, qui vont inspirer personne et qui seront jetés à la poubelle le trimestre d'après parce que finalement, ils n'y avaient pas vraiment mis du leur dans un premier temps. Autre question, donc là, il va nous rester du temps pour 2 autres questions, je pense. Question d'Olivier. Quel est le lien entre une équipe produit et le CTO? Est-ce qu'il y a un lien managérial? Entre l'équipe produit et le CTO, alors ça dépend vraiment de l'organisation qu'il y a derrière. Déjà, l'équipe produit, là, j'imagine que dans une configuration, on a un département produit. Quand on parle d'équipe pour département, j'imagine. Un département technique, un CTO. Donc, dans ce cas-là, le lien, il est rarement managérial au sens où je crois qu'il y a très peu de cas où le CTO est subordonné du VP Product, même si ça peut arriver. Honnêtement, ça dépend vraiment de la culture de l'organisation et de la place qu'on donne aux produits dedans. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'un CPO, il devrait être attaché à une direction générale, puisqu'il porte l'aspect produit. Après, que le CTO soit lui-même aussi rattaché à la direction générale, au même titre par exemple, un Head of Design ou d'autres personnes, ou que toutes ces personnes-là soient subordonnées du CPO, je n'ai pas une réponse clé là-dessus. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait vraiment une bonne pratique ou pas sur la question. L'essentiel pour moi, c'est le fonctionnement en mode squad, où dans les squads, on aura des personnes qui sont dans l'équipe, qui sont des techs et du produit. Ok, et du coup, juste pour finir, là, une question peut-être qui peut boucler la boucle. Question de Stéphane, donc j'ai pioché un peu au hasard dans les dernières, là, mais qui me semble bien. C'est la poule ou l'œuf, OKR ou culture produit? Qu'est-ce que tu réponds? Je pense que c'est un peu des deux, c'est la poule et l'œuf. Je pense qu'il faut faire les deux en même temps, c'est-à-dire, nous en tout cas en mission, ce qu'on fait, c'est commencer par travailler sur la culture produit, mais travailler, c'est de la sensibilisation, c'est expliquer les rôles, expliquer pourquoi, et c'est surtout, je pense, la phase problème qui est importante, c'est pour travailler sur proposer des choses, il faut d'abord clarifier pourquoi on les fait et quel est le problème. Donc une fois qu'on a sensibilisé à ce changement culturel nécessaire, à pourquoi la culture aujourd'hui pose problème, parce que parfois la culture, les gens sont persuadés qu'elle est bonne, hein, et puis parfois on a des bonnes raisons de penser qu'elle est bonne. Donc on commence par sensibiliser, et en parallèle, ou juste après, on commence à mettre en place des choses qui vont transformer cette culture. Et l'OKR, du coup, une fois qu'on a sensibilisé au moins sur clarifier pourquoi on le fait, à quoi ça va répondre, se mettre d'accord sur ce qu'on va mesurer pour prouver que c'est une bonne idée. Une fois qu'on a fait ça, on commence à l'implémenter, et en l'implémentant, théoriquement, on va tirer la culture. L'OKR, il tire la culture dans plusieurs directions. Il a l'avantage de tirer la culture vers la transparence, donc objectif transparent pour tout le monde. Il tire la culture vers la mesure. Pour mesurer les OKR, les équipes elles se rendent compte très vite que c'est très chronophage de mesurer les OKR, parce que chaque équipe va avoir une dizaine d'OKR. Il y en a partout dans l'organisation, des tableaux de bord dans tous les sens. Si on n'a pas derrière une culture de l'indicateur et de la mesure qui permet
en quelques données qu'il faut pour tout le monde. Du coup, ça force un peu la transformation vers cette culture de je mesure, je teste et je suis les indicateurs. Ça a poussé vers ça va pousser vers une autonomisation des équipes, mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire que se dire je mets les dockers et ça magiquement les équipes vont être autonomes et on va mesurer plein de trucs, ça marche pas du tout. On l'a vu chez nos clients. En fait, si en parallèle la culture reste arc-boutée sur le contrôle, c'est frustrant pour les équipes parce qu'elles passent beaucoup de temps à faire des objectifs qui sont retoqués par des managers. Et c'est frustrant pour les managers parce qu'ils ont le sentiment de perdre le contrôle alors qu'ils n'ont jamais été prêts à faire ce contrôle-là. Donc moi, je ferai les deux en parallèle. Et par contre, je m'assurerai, avant de mettre en place des choses très vastes, d'avoir un buy-in des managers sur l'essentiel, c'est-à-dire au moins la philosophie du pourquoi on le fait. Après, des réticences, des itérations, il y en aura toujours. On n'arrivera pas du premier coup à passer d'équipe totalement top-down à équipe autonomisée. Donc l'essentiel pour moi, c'est de mesurer cette progression-là et de dire, regardez, les équipes se sentent plus autonomes qu'avant. Pour autant, on n'a pas perdu en qualité et peut-être qu'on a gagné sur plein d'aspects au niveau du produit. Donc là-dedans, c'est la poule et l'œuf, mais d'abord quand même s'assurer qu'on a un buy-in sur la culture de base et la philosophie qui est derrière. Ok. Eh bien, merci Simon pour ton temps. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que c'était bien pour tout le monde, que vous avez appris des choses. En tout cas, l'événement sera diffusé en replay si jamais, donc vous pourrez le partager. Ce soir, du coup, LPCX sur les impacts types des meilleurs agents. Donc peut-être vous aurez des exemples plus hands-on et concrets, peut-être dans la mise en place d'une organisation produit chez un client. Et puis voilà, je pense que c'était le mot de la fin. Bonne Je vous rappelle, Vas-y, Fabrice. Ouais, je vous rappelle juste que je vais vous envoyer un mail avec toutes les ressources que vous avez dans le chat post-webinar avec le lien du replay. Je ferai ça en fin d'après-midi. Donc, vous inquiétez pas besoin de remonter dans le chat pour tout choper. Je mettrai tout dans un mail, pas de souci. Je redisparais, vous ne m'avez pas vu. Merci à vous pour votre temps. Allez. Salut tout le monde et à bientôt peut-être. Portez-vous bien, à bientôt.